Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Guillaume Travers. Bonjour. Alors vous êtes universitaire, essayiste, collaborateur à la revue Éléments et vous êtes auteur dernièrement de La Société de surveillance, Stade ultime du libéralisme aux éditions La Nouvelle Librairie. Et vous êtes ce matin à notre antenne pour 2 livres, Capitalisme moderne et société de marché, L'Europe sous le règne de la quantité et Économie médiévale et société féodale, tous les 2 aux éditions La Nouvelle Librairie. Donc ce sont des livres d'une 60 à 80 pages qui se lisent très facilement et qui sont très concis et formidables en fait pour comprendre le capitalisme et quel modèle, en tout cas de comment s'inspirer du modèle médiéval pour lutter contre le capitalisme. Alors d'abord, première question, parce que évidemment ce sont des noms que nous connaissons, la société de marché, le capitalisme. Est-ce que nous pouvons revenir sur la définition, qu'est-ce qu'une société de marché et en quoi elle est liée forcément au modèle capitaliste? Alors, je crois que le point le plus fondamental, évidemment, dans l'histoire, il y a eu beaucoup de définitions du capitalisme, parfois contradictoires. Je crois que le vrai élément essentiel, c'est on est devenu capitaliste le jour où on s'est demandé vis-à-vis de toute chose, est-ce que c'était utile ou pas utile, une bonne affaire ou une mauvaise affaire, une marchandise qu'on pouvait acheter et vendre ou quelque chose qui n'était pas une marchandise. Et je crois que c'est là la grande différence. Je vais prendre quelques exemples très simples. Évidemment, je pense, comme beaucoup d'autres, que le capitalisme n'a pas toujours existé. Certains auteurs vous diraient le contraire. Je pense profondément que nous sommes devenus capitalistes à un certain moment, qu'on pourra préciser, et que par le passé, par exemple, eh bien, toute l'organisation sociale était tournée vers des fins communes, ce qu'on pouvait appeler le bien commun ou les biens communs, l'idée qu'il y avait par exemple un équilibre, une harmonie sociale à respecter, un bien supérieur au bien particulier des individus. Et à un moment donné, on peut situer peut-être à partir du 18e ou du 19e siècle, on a détricoté tout cela pour ne plus dire vis-à-vis d'absolument tout. Est-ce que garder une église, c'est rentable ou pas rentable par rapport à en faire un centre commercial? Est-ce que acheter ou vendre telle ou telle terre qui avait été une prairie commune, c'est rentable ou pas rentable, etc., etc. Et donc, en fait, tout est devenu marchandise, y compris dans nos plus intimes institutions. Pensons par exemple au mariage. Historiquement, on pensait le mariage comme une union entre 2 lignées, donc entre 2 communautés, avec évidemment une dimension personnelle pour les 2 personnes qui se mariaient. Aujourd'hui, on le réduit purement à un simple contrat entre 2 individus qui recherchent leur utilité personnelle. Et donc, c'est encore un signe que même le mariage est pensé sur le modèle de la relation marchande. Et donc, c'est en cela que beaucoup d'auteurs ont parlé de société de marché, c'est-à-dire qu'on pense qu'il n'y a plus d'autres raisons pour les hommes de vivre en commun que l'existence de relations marchandes, utilitaires, intéressées. Ça repose quand même ce modèle capitaliste sur une vision particulière de l'homme, c'est-à-dire une vision de l'homme individu complètement déraciné, et surtout sur ce mythe qu'on peut aussi attaquer, qui est que cet homme serait entièrement rationnel, que ses choix seraient entièrement rationnels, et que c'est en suivant son propre intérêt personnel que finalement la société arrive à s'agencer. C'est la fameuse main invisible. Alors, vous avez parfaitement raison. Je crois que la plus importante révolution philosophique qui s'est accomplie avec la modernité, c'est donc celle de l'individualisme. Et là, faut bien le comprendre. Souvent, quand on dit individualisme, beaucoup de gens comprennent égoïsme, donc quelque chose de psychologique. C'est pas du tout ce qu'on veut dire en philosophie ou en sociologie. Quand on dit individualisme, c'est l'idée que le monde social n'est composé que d'individus. Et que tout ce qui est collectif, que ce soit des familles, des peuples, des civilisations, etc., ne serait que des agrégats d'individus, donc potentiellement interchangeables, vu qu'ils ne sont que des individus. Et cette vision-là est évidemment en rupture complète avec une vision qui a prévalu à la fois dans tout le monde antique et dans tout le monde médiéval, que l'homme est avant tout un être de communauté, et donc défini par ses appartenances, par ses origines, par ses liens au passé, aux ancêtres, à une culture, à une histoire. Et évidemment, toute la modernité, à partir notamment
Descartes au XVIIe siècle, et c'est là le lien avec le rationalisme, a dit finalement non, on peut reconstruire l'ensemble du monde social à partir du seul individu. Et Descartes, par exemple, quand Descartes nous dit « je pense donc je suis », c'est très précisément. Alors, nous avons un petit problème, excusez-moi, avec votre Zoom. Excusez-nous, est-ce que vous pouvez revenir ? Nous avons eu un petit décalage avec vos derniers propos. Est-ce que vous m'entendez, hein ? Oui, je vous entends. Nous, on vous entend très bien. Merci. Très bien. C'est revenu. Donc, je disais, à partir du XVIIe siècle, donc, on a une pensée rationaliste qui s'impose, où donc, quand Descartes dit, par exemple, je pense donc je suis, eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en tant que pur esprit, pur cerveau, je peux tout embrasser, tout comprendre, sans donc le recours à quoi que ce soit qui soit hérité, transmis par une coutume, transmis par une histoire, transmis par ce qu'on appelait des préjugés, qui historiquement étaient simplement ce qui était connu avant qu'on puisse en juger rationnellement. Et donc tout cela, tout ce lien au passé s'est trouvé arasé, éliminé, pour ne plus effectivement laisser que l'individu, ses désirs, sa rationalité, sa quête de profit, etc. Et donc c'est un ensemble d'individus, et donc il n'y a plus de politique parce qu'il n'y a plus de cité. Et donc ce que vous dites, c'est que la société de marché est aussi un dépassement de la politique. Tout à fait. Et ça, c'est un point central. Historiquement, classiquement, ce qu'on appelle le politique, c'est le lieu de la vie commune. Et nous sommes, quand Aristote, par exemple, dit que nous sommes des êtres politiques ou des animaux politiques, ce qui veut dire, c'est que nous sommes par nature partie prenante d'une cité ou plus largement de communauté qui nous dépasse. On est athénien ou on est spartiate dans le monde grec et puis dans le monde médiéval, on est de telle ville, de telle corporation, de telle confrérie, etc. Et c'est tout cela à nouveau effectivement que la modernité dépasse, et en disant que nous ne sommes que des individus interchangeables, en proclamant les droits de l'homme, en faisant de nous des hommes abstraits avant de faire de nous des êtres enracinés, eh bien, dépasse complètement ce politique pour ne plus effectivement laisser subsister que des interactions économiques. Donc, marchand, nous sommes des individus, et tout ce que nous pouvons faire en tant qu'individus, eh bien, c'est chercher non plus un bien commun, mais de l'utilité individuelle. Et donc, ça crée finalement des individus qui sont sans doute qui s'enrichissent beaucoup plus rapidement qu'à d'autres époques, mais derrière, finalement, ça crée des êtres aussi sans doute profondément malheureux, puisque on enlève finalement de la société ces pourvoyeurs de sens. C'est par exemple ce qu'explique Patrick Buisson dans La fin d'un monde, c'est-à-dire que la fin du monde rural et la fin du monde religieux, alors une ère plus moderne, finalement, rend les individus profondément perdus et malheureux. Alors, je crois que c'est un point évidemment absolument fondamental. C'est vrai que, comme vous l'avez justement rappelé, le libéralisme réduit absolument tout à la quête de l'utilité individuelle, et donc finalement dit que la quête de l'utilité ou du profit individuel n'est plus que la seule fin unique de l'homme. Et je crois que c'est une profonde erreur anthropologique, c'est-à-dire que non, l'homme a d'autres besoins que des besoins matériels, il a des besoins spirituels, il a des besoins esthétiques, il a un besoin de sens. Et le libéralisme, et ce sens est forcément un sens commun, et le libéralisme évacue cette question. Et c'est un point très intéressant, et une critique très récurrente des gens qui justement sont critiques du libéralisme, c'est de dire oui, mais le libéralisme nous a enrichis. Certes, il a produit énormément de richesses matérielles, et ça, je ne le nie pas, et personne ne le nie. Par contre, ce que je dis, c'est qu'il a aussi produit beaucoup plus de laideur qu'à aucun moment par le passé. Il a produit beaucoup plus de destruction des liens communautaires, beaucoup plus de destruction de la spiritualité. Et donc, il était très productif, si l'on veut, en termes matériels, mais très improductif en termes spirituels, en termes d'esthétique, en termes de sens. Et c'est précisément ce genre de rééquilibrage qu'il faudrait, à mes yeux, opérer. Oui, et justement, donc vous avez écrit, on le rappelle, Guillaume Travers, 2 livres, donc Capitalisme moderne et Société de marché. Mais avant ça, vous aviez écrit donc Économie médiévale et Société féodale. Alors que vous avez écrit avant, mais qui est une réponse plus ou moins cachée de Capitalisme moderne et Société de marché, où vous nous expliquez donc que la société féodale est arrivée dans un temps de crise, dans la chute de l'Empire romain. Alors évidemment, on voit le parallèle avec ce qu'on peut appeler la chute de la civilisation occidentale aujourd'hui. Alors, comment la société médiévale est un contre-modèle du capitalisme libéral ? Alors bon, déjà, évidemment, historiquement, il vient avant, et donc tout le capitalisme et toute la pensée libérale s'est construite contre le modèle féodal.
Et donc, les grandes idées des penseurs libéraux du 18e, par exemple, c'est de détruire les corporations, de lutter contre les douanes intérieures, de lutter pour ce qu'on appelle les enclosures, donc la privatisation des terres, si l'on veut, etc. Donc, il y a évidemment une antériorité et un modèle complètement différent, mais je crois que c'est évidemment il a été très caricaturé par les modernes, par les donc c'est intéressant déjà de le réhabiliter. Et puis, mon propos n'est évidemment pas de dire qu'il faut revenir au modèle féodal, ce qui serait l'histoire est ce qu'elle est et le monde aujourd'hui est très différent de ce qu'il a été. Par contre, je crois que ce qu'on peut en tirer, c'est vraiment comprendre les valeurs qui l'ont inspiré, la vision du monde qui l'ont inspiré, et comprendre ce que cette vision du monde peut avoir d'intemporel et peut nous inspirer comme solution pratique pour envisager demain une économie et plus généralement un modèle de société qui soit beaucoup plus enraciné, beaucoup plus territorialisé, beaucoup plus centré sur des communautés politiques et une conception propre du bien commun. Et ça, je crois, c'est le cœur de mon projet, le cœur de l'argument dans ce livre. Alors effectivement, ce monde féodal, je crois, se construit effectivement, comme vous l'avez rappelé, à la fin du monde antique, la fin de l'Empire romain, et à une époque où il y a un énorme besoin de sécurité. Et donc, c'est un monde qui va se constituer réellement sur la communauté, la petite communauté, d'abord villageoise, puis la communauté urbaine, la communauté de métier, et donc il va être forcé de penser à la fois le bien commun propre à chaque communauté et l'articulation harmonieuse de ces communautés entre elles. Et je crois qu'on est aujourd'hui dans une situation où on aurait beaucoup à apprendre effectivement de ce processus et des valeurs qui l'ont guidé. Et puis au-delà du système économique, il y a aussi cette vision et ces figures qui sont célébrées au temps du Moyen-Âge, qui disent beaucoup de l'époque finalement, puisque le profit et la richesse sont plutôt méprisés au Moyen-Âge et d'ailleurs réservés à certaines communautés, alors que c'est la figure du chevalier, du moine aussi, de la sainteté. Et en fait, c'est l'héroïsme et la sainteté qui sont beaucoup plus valorisés que la richesse, la recherche du profit. Alors c'est tout à fait vrai. Ce qui est, je crois, très important, c'est qu'effectivement, dès lors qu'on dit qu'il y a un primat de la communauté sur l'individu, il faut savoir évidemment quelles sont les valeurs qui donnent du sens à ces communautés, qu'est-ce qu'on appelle le bien commun finalement, ou les biens communs propres à chaque communauté distincte. Et ces valeurs ne peuvent pas être purement des valeurs matérielles, puisque par définition, la richesse, c'est ce qui s'accumule presque personnellement. Et donc le Moyen-Âge met effectivement en valeur d'autres types de figures, notamment donc le héros et le saint, vous l'avez rappelé. Et ce qui est très intéressant, c'est que la richesse n'est pas du tout absente du Moyen-Âge. Il y a des fortunes qui se créent, il y a des marchands, il y a des corporations, etc. Mais cette richesse est presque toujours subordonnée à des fins plus hautes. Et donc, elle est réinvestie pour construire des églises, des cathédrales, des hospices, etc. Donc, il y a vraiment maintenant, on a eu beaucoup d'études depuis plusieurs décennies sur la richesse au Moyen-Âge qui ont très clairement montré cela. C'est pas une période qui valorise la pauvreté en tant que telle. La richesse vaut par elle-même, mais elle est toujours subordonnée à autre chose qu'on considère comme plus grand, et on considère que l'ordre social ne peut pas être structuré uniquement en fonction de la seule quête de richesse. Et c'est encore une fois ce que les modernes n'arriveront plus à comprendre. Juste pour citer un exemple rapide, Adam Smith, donc, qui est un peu le père fondateur de la science économique, a des phrases extrêmement dures sur la noblesse anglaise de son temps. Il dit la noblesse anglaise de son temps s'intéresse encore aux valeurs nobles, aux valeurs aristocratiques, veut encore parfois faire des tournois ou se battre à l'épée. Et Smith dit tout ça est incompréhensible, c'est pas rentable. C'est pas rentable financièrement de se battre pour défendre son honneur. Et donc, il appelle réellement à une révolution des valeurs contre ces valeurs plus anciennes. Et ce monde, et ce que vous dites, qu'il y a eu un désencastrement de l'économie, enfin c'est Karl Polanyi qui le dit, avec l'arrivée du capitalisme, et comment cette société était encastrée, c'est-à-dire le lien entre la politique, la religion, le marché, et en quoi casser ces liens entre les différents camps de la société a créé notamment donc la société capitaliste qu'on connaît aujourd'hui. C'est un point très, très important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est habitué à penser qu'il y a des questions économiques
des questions sociétales, des questions politiques. Et ça, c'est un mode de pensée extrêmement moderne. Ce qu'a bien montré donc Karl Polanyi, que vous citez, et puis d'autres également avant lui, c'est qu'au Moyen-Âge, si l'on veut dire, tout est politique, ou en tout cas tout est communautaire. Et en fait, dès qu'on pense, par exemple, je vous donne un exemple, la question du travail, eh ben on se dit pas le travail c'est une question économique. On se dit non, dans le travail, ce qui se joue, c'est certes des aspects qu'on appellerait économiques. Donc évidemment l'idée que par exemple un métier doit permettre de nourrir celui qui l'exerce, donc une question on va dire économique. Mais il y a aussi ce qui se joue, les rapports de l'équilibre entre les différentes professions, entre les différents membres d'une corporation, donc d'une question plus sociale. Il y a aussi des questions spirituelles et religieuses. Tout le travail est organisé au sein de corporations qui organisent des processions, qui ont un saint patron, qui parfois contribuent au financement d'églises ou de chapelles, etc. Et donc, dans le monde traditionnel, très moderne en tout cas, il est impossible de dire, tiens, tel sujet, c'est une question purement économique. Et parce que quand on dit ça, quand on dit telle question, c'est une question purement économique, ce qu'on dit de facto, c'est que, eh bien, c'est une question qui pourrait être intégralement laissée à des individus en quête de leur utilité individuelle, de leur profit, etc. Et le Moyen-Âge pense que non. Cette utilité ont un rôle, mais il y a autre chose et il faut l'équilibrer avec une vision de l'ordre social bon, juste, etc. Autre exemple, dès qu'on parle de prix au Moyen-Âge, on parle toujours de juste prix, avec l'idée eh bien, que certes les choses ont le pain par exemple a un prix, et donc qui serait une quantité économique, mais que ce prix doit être juste, et donc par exemple doit permettre que chaque personne d'une communauté puisse avoir accès à sa ration de pain, parce que bien sinon c'est un déséquilibre pour l'ordre social. Et donc il n'y a pas de concept purement économique, tout est toujours lié et subordonné à une vision du bien commun, de l'ordre social bon et juste. Bien sûr, et c'est aussi par exemple la même chose pour le concept de propriété qui est vu. Alors c'est pas du tout une manière de comment dire de réduire la propriété à quelque chose. C'est pas une pratique collectiviste, mais c'est une manière de considérer la propriété comme étant quelque chose qui doit servir aussi le bien commun. Donc c'est pas du tout une vision contractualiste de la société. Mais quand on voit ça finalement, on peut se dire, en fait, ça contredit complètement le narratif plutôt marxiste sur le capitalisme, à savoir que l'économie a toujours primé et que finalement le capitalisme était déjà présent au moment de la société médiévale. Exactement. Je crois qu'effectivement, le grand... il y a un intérêt à la pensée de Marx, c'est qu'elle est profonde, enfin qu'elle est historique, donc elle porte à voir différentes périodes avec différents systèmes. Mais le grand drame, c'est premièrement, les grandes erreurs, c'est d'abord qu'elle voit une succession déterministe entre toutes les époques économiques, ce qui à mes yeux n'est pas du tout le cas. Et puis, plus fondamentalement, comme vous l'avez rappelé, c'est une pensée qui est fondamentalement matérialiste et donc qui pense que à un moment donné, la vision du monde, le système social est déterminé uniquement par l'état des forces matérielles, par des mécanismes économiques, alors que précisément, je pense, et beaucoup d'autres ont pensé, Werner Sombart par exemple, à qui j'ai consacré un livre, que eh bien, seule l'époque moderne, seul le capitalisme moderne est marqué par un primat des mécanismes économiques pour expliquer absolument tout, mais que par le passé, c'était bien davantage des visions du monde, des valeurs spirituelles, des valeurs différentes qui structurait l'ordre social. Werner Sombart, par exemple, nous dit qu'il n'y a absolument rien de commun entre la mentalité de l'artisan d'une corporation médiévale et celle de l'entrepreneur américain moderne. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'en gros, l'artisan d'une corporation médiévale n'a absolument jamais vu son métier comme quelque chose qui lui permettait de s'enrichir sans fin, de créer des filiales, de multiplier les débouchés pour s'enrichir sans limite. C'était un mode de pensée qui était complètement absent dans le monde féodal. Et Guillaume Travers, donc cette économie médiévale, elle a pris fin, vous dites, avec donc la centralisation monarchique à l'époque et donc l'expansion aussi du domaine marchand, donc sous l'impulsion du libéralisme. Et aujourd'hui, forcément, cet étatisme et cette société de marché, enfin l'impulsion du libéralisme, on le ressent encore aujourd'hui. On en paye encore les frais. Tout à fait. Alors je crois que là, effectivement, il y a une incompréhension assez fréquente à dissiper,
c'est que bien souvent, aujourd'hui, on est habitué à opposer libéralisme et étatisme en disant, du coup, soit on est libéral, soit on est pour un État extrêmement centralisé, extrêmement bureaucratique, etc. Je pense que cette opposition est complètement fausse et biaisée. Et en fait, historiquement, le libéralisme et l'étatisme s'affirment conjointement contre quoi? Contre le monde des communautés naturelles, enracinées, etc. Et on le comprend très bien. Historiquement, depuis le monde, dans des petites communautés féodales, des provinces, des régions, des duchés, des pays, etc., eh bien, on a à la fois ce monde est cassé par la centralisation des États qui veulent uniformiser leur territoire et disons, les marchands ou une bourgeoisie marchande qui veut casser ses frontières pour augmenter la taille des marchés. Et ces deux processus vont la main dans la main. Historiquement, quasiment tous les premiers grands fonctionnaires sont aussi des grands bourgeois qui voient l'État comme un outil pour casser ce monde des communautés enracinées. Et donc, je crois que les deux s'affirment contre ce monde féodal, qui est vraiment une troisième voie et qui peut nous permettre de sortir de l'opposition justement assez stérile et pas très enthousiasmante entre libéralisme complet et étatisme bureaucratique. Ouais, mais si Guillaume Travers, je me fais l'avocat du diable, je pourrais aussi dire que cette émergence-là sont liées à des dimensions historiques qui dépassent la seule pouvoir humain. Alors, comment aujourd'hui essayer de créer un contre-modèle contre des forces historiques immenses comme ça ? Alors, vous avez parfaitement raison. Il y a pas que des visions du monde. Il y a aussi des faits matériels. Il y a beaucoup de raisons et de forces qui dépassent l'individu et ceux qui l'ont pensé derrière ce processus historique. C'est pour ça que je crois qu'on ne reviendra pas mécaniquement en arrière. Ça n'a pas de sens. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre quels étaient, on va dire, l'idéal régulateur ou les idéaux qui pouvaient inspirer ce contre-modèle et de savoir comment est-ce qu'on peut aujourd'hui les actualiser et non pas seulement les transposer, mais réellement les actualiser. Se dire, par exemple, si on a cet idéal d'une vision plus territorialisée de l'économie, plus centrée sur une vision du bien commun, eh bien, par exemple, une question aujourd'hui pertinente, c'est de se dire quel est le niveau pertinent pour se poser ces questions. Est-ce que c'est le niveau européen, le niveau national, un niveau, par exemple, régional ou autre? Ça, c'est une très bonne question, en se disant, quels sont... Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de réponse unique à ça. Je pense qu'il y a différents niveaux qui sont appropriés à différents types de problématiques. Mais c'est à quel niveau aujourd'hui il faut penser le bien commun et donc penser peut-être un certain protectionnisme, un certain localisme, etc. Je crois que c'est une manière complètement différente de penser les alternatives au système économique actuel. Et est-ce que ça sera cette économie, on rappelle vos deux livres, donc c'est vous opposez capitalisme moderne et économie médiévale et la société de marché à la société féodale, et la société de marché est très urbaine, et tandis que la société féodale, elle, est complètement rurale. Alors est-ce que on pourra sortir du capitalisme avec une économie rurale plus enracinée dans ce que vous appelez des petites patries charnelles ? Alors, c'est un très bon point. Effectivement, je pense que le taux d'urbanisation qu'on connaît actuellement en Europe ou dans le monde d'ailleurs est quelque chose d'absolument sans précédent dans l'histoire humaine. Et je pense que c'est pas quelque chose qui sera durable. C'est en grande partie lié notamment aux énergies fossiles qui ont permis de libérer un très grand nombre de personnes du travail des champs pour les amener vers des villes et faire qu'ils pouvaient se détacher de la production alimentaire. Et c'est un processus qui est extrêmement rapide. Il y a encore un siècle, les taux d'urbanisation étaient considérablement moindres que ce qu'ils sont aujourd'hui et continuent à progresser. Et je crois que cette tendance-là n'est absolument pas soutenable et qu'effectivement, dans un monde extrêmement urbain, parler de communautés enracinées a moins de sens. Alors, on peut néanmoins réfléchir à l'échelle de villes, à l'échelle de régions, des solidarités plus organiques. Classiquement, on pensait toujours la complémentarité entre une ville et sa campagne. Aujourd'hui, on le pense beaucoup moins. Donc, je crois qu'il faut se dire que si demain le monde est moins urbain, eh bien, on pourra éventuellement retrouver ces choses-là qui ont plus de sens. Et d'ailleurs, c'est même déjà presque le cas, puisque on voit énormément, c'est une tendance et qui s'est encore accélérée, notamment après la crise du Covid et le confinement,
que de plus en plus d'individus vont finalement se tourner vers la campagne, et que le télétravail, même s'il a des effets pervers, peut aussi permettre, être une innovation qui permet d'allier un cadre de vie agréable et enraciné avec sans renoncer à la société de marché de laquelle on dépend quand même factuellement aujourd'hui. Alors, je crois qu'effectivement, il y a une amorce peut-être une amorce de démétropolisation, comme on pourrait l'appeler. Et je pense que ce mouvement-là s'amplifiera à l'avenir. Et je pense qu'il ne s'amplifiera pas uniquement parce que certains individus le décident ou trouvent plus agréable de vivre à la campagne, ce qui est le cas aujourd'hui, mais qu'un jour ou l'autre, il s'amplifiera contraint et forcé, parce que pour des raisons presque mécaniques ou biologiques. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, il y a un vrai sujet très important, par exemple, sur la production d'engrais et la production agricole mondiale et la sécurité alimentaire mondiale. Eh bien, le fait que nous soyons finalement très peu à être agriculteurs et à cultiver un champ est très fondamentalement lié à l'usage très intensif d'engrais et techniques de culture hautement intensives. Si demain, ces techniques ne peuvent plus être autant utilisées, eh bien, il faudra remplacer les engrais par du travail humain, remplacer peut-être le travail de certaines machines par du travail humain. Et donc là, on aura effectivement un mouvement vers les campagnes, qui rappellera d'ailleurs en très grande partie ce qu'a connu la fin de l'Empire romain. Rappelons-nous qu'au sommet de la gloire de Rome comptait à peu près 1 million d'habitants, et l'approvisionnement en ville, en parlant de l'approvisionnement en blé, une ville d'1 million d'habitants sous l'Antiquité, il fallait aller chercher du blé dans toute l'Afrique du Nord et peut-être jusqu'au sud de l'Angleterre. Donc c'était dépendant, une seule ville dépendait de réseaux d'échanges à l'échelle d'un continent entier. Alors aujourd'hui, on en dépend à l'échelle du monde entier, mais c'est à peu près la même logique. Et si demain, ces chaînes d'approvisionnement se grippent, dysfonctionnent, eh bien, on pourrait effectivement imaginer un retour vers un monde plus rural et donc peut-être plus communautaire. Et vous avez écrit aussi, Guillaume Travers, La société de surveillance, stade ultime du libéralisme, alors aux éditions La Nouvelle Librairie aussi, dans le même format que vos 2 précédents livres. En quoi cette société de surveillance qui est sournoise, comment on peut y échapper aujourd'hui ? Alors c'est très compliqué puisqu'effectivement, comme vous le savez, on est de plus en plus inséré dans des mécanismes bureaucratiques, publics ou privés, on va le dire, puisque quasiment tout ce qu'on fait est connu des États ou est connu en ligne par des sociétés privées. Je crois que un des facteurs importants, c'est un certain degré de déconnexion par rapport à certaines technologies. Et c'est aujourd'hui, ça passe, je crois, par une prise de conscience qui peut être malheureusement essentiellement individuelle du fait que, bien, pour préserver une certaine liberté, une certaine humanité, même une certaine vision de ce qu'est un homme complet, il ne faut pas se laisser réduire à un simple rouage dans des algorithmes, dans des mécanismes bureaucratiques. Alors ça suppose aujourd'hui un effort assez important sur soi, parce que la tentation est toujours grande de se laisser happer par tout cela. Je crois aussi que les politiques ont un rôle potentiellement à jouer. Je lisais pas plus tard qu'hier un ouvrage assez intéressant sur les algorithmes. On connaît les ravages qu'une application comme TikTok peut faire sur la jeunesse mondiale. Eh bien, TikTok, qui est une application chinoise, est interdite en Chine. Parce que le gouvernement chinois juge que c'est beaucoup trop dangereux pour la structuration mentale des jeunes chinois. Le gouvernement chinois interdit tout un tas d'applications à la jeunesse chinoise ou ne les autorise que 1 heure le soir, le vendredi et le samedi soir, par exemple. Les réseaux sociaux, etc., certains jeux vidéo. Et donc, on voit qu'avec une volonté politique, il y a un moyen d'organiser une certaine déconnexion, alors qu'évidemment, dans le cas chinois, elle est complètement différente, parce qu'ils ont par ailleurs un crédit social, etc. Mais on pourrait imaginer des politiques de ce type-là, de type de déconnexion voulue davantage par l'État pour préserver des zones de pensée plus critique, d'action plus déconnectée par rapport au système. Merci beaucoup, Guillaume Travers. Et simplement pour conclure, est-ce que vous auriez, pour mieux comprendre et mieux voir ce modèle et opposer des modèles, 2 ou 3 auteurs à recommander rapidement pour essayer de mieux comprendre à la fois le modèle capitaliste et comment s'en séparer ?
Alors, peut-être dire une recommandation sur le monde féodal ou médiéval. Le grand livre de Jérôme Bachet sur la civilisation féodale me paraît absolument capital. Sur le capitalisme, eh bien, on pourra conseiller peut-être Karl Polanyi, qu'on a cité, qui est un auteur plutôt qui vient de la gauche, mais très intéressant, très intéressant. Les ouvrages peut-être de Werner Sombart, que j'ai cité également. Et puis, je citerai un ouvrage assez intéressant, beaucoup plus récent, qui est paru il y a 2-3 ans, qui s'appelle La fabrique du consommateur, d'un dénommé Anthony Galuzzo, qui est vraiment passionnant et qui montre bien comment, pour faire de nous des consommateurs, il a fallu presque un travail de reprogrammation de notre vision du monde, que par exemple, classiquement, un ménage achetait beaucoup plus facilement un bien chez un petit artisan que dans une grande surface. Et pour le faire aller dans une grande surface anonyme, impersonnelle, etc., il a vraiment fallu tout un travail de reformatage presque mental pour y arriver, et c'est très intéressant. Et surtout, lire Guillaume Travers, donc on rappelle Économie médiévale et société féodale, Capitalisme moderne et société de marché, mais aussi La société de surveillance, stade ultime du libéralisme, 3 livres aux éditions La Nouvelle Librairie. Merci beaucoup Guillaume Travers. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.